Xavier Boisdevézy, bonjour. Nous te recevons aujourd'hui sur le podcast Deep Sight, un média créé par les Mines de Paris PSL qui donne le micro aux chercheurs et associés travaillant sur des technologies de rupture, aussi appelées Deep Tech. À travers cette chaîne, on espère ainsi contribuer au transfert technologique en dehors des laboratoires, mais surtout, on espère vous donner envie d'entreprendre avec notre invité du jour, Xavier Boisdevézy. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, bien sûr. Xavier Boisdevézy, j'ai 50 ans. J'ai commencé à entreprendre il y a seulement 5 ans. J'ai eu plutôt une carrière dans des grands groupes. J'ai travaillé une quinzaine d'années pour le groupe Danone et puis une dizaine d'années pour le groupe Seb. Et puis, c'est il y a 5 ans que j'ai eu des fourmis dans les jambes et que je me suis dit, tiens, il faut y aller, il faut entreprendre. Ouais. Et que j'ai rencontré à la fois un homme, parce qu'on va le voir, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de timing aussi, un homme, un projet, une ambition, et je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu du projet sur lequel tu travailles, dans la mesure du possible, bien sûr, est-ce que la technologie, à quel niveau de maturité vous en êtes aujourd'hui ? Alors bien sûr, moi j'ai rencontré en fait, comme je le disais, c'est avant tout une aventure humaine. J'ai rencontré un chercheur en 2020, il venait d'être primé par l'Académie de médecine pour l'impact que ses travaux pouvaient avoir pour soigner l'obésité. Okay. C'est un sujet qui me parlait parce que ce soit chez Danone ou chez Seb, j'ai toujours été dans un univers d'alimentation, de nutrition, de santé. Et quand je me suis mis à rechercher un projet entrepreneurial, pour être franc, je voulais racheter une société et pas du tout forcément créer une start-up, de surcroît une start-up deep tech. Mais voilà, j'ai eu cette rencontre avec ce chercheur. Je me suis dit, son ambition, elle est folle, ou plutôt sa techno semble intéressante. Je n'avais pas forcément la capacité à la juger, on va dire, d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, l'ambition me parlait, me plaisait, et je me suis dit, je vais creuser. Donc, pour vous dire un petit peu ce que fait Ekta, Ekta, le chercheur, le professeur et chercheur s'appelle Naïm Khan. Il est indien d'origine, et Ekta, c'est de l'Indie. Ça veut dire unité entre les peuples. Je vais te demander, il y a un H majuscule, c'est ça à la fin ? Il y a un H majuscule à la fin, mais effectivement, c'est cette notion d'humanité, enfin de lien entre les peuples. C'est un dialecte indien. Okay. Et donc, lui me dit, j'ai un projet de créer une société, elle s'appelle Ekta, sauf que moi, j'ai 60 ans, je suis chercheur depuis de classe exceptionnelle depuis plus de 40 ans. J'ai pas la capacité, j'ai pas la connaissance à créer cette société. Il n'a jamais fait de spin-off de sa vie, lui. Jamais. Non, il n'avait jamais fait de spin-off de sa vie parce qu'on va le voir, c'est vrai que les chercheurs jeunes peuvent être à la fois chercheurs et entrepreneurs, on en voit de plus en plus parce qu'il y a un petit peu une double formation, mais on s'aperçoit qu'un chercheur qui a déjà beaucoup de bouteilles, c'est parfois plus compliqué de tenir le manche. C'est pas compliqué de s'associer dans un projet et d'amener la caution scientifique, et ça, ils sont tous capables de le faire, évidemment, et on en a besoin, nous, en tant qu'entrepreneurs. Mais entre piloter une compta au quotidien et piloter des travaux de recherche, c'est juste pas le même métier. Y a évidemment des métiers qu'on retrouve dans les deux. Je veux dire, manager des hommes, que ce soit dans un laboratoire ou dans une équipe, c'est pareil. Donc, juste pour revenir rapidement sur ce que fait Ekta. Ekta, aujourd'hui, on développe des nouvelles solutions thérapeutiques pour vaincre l'obésité dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de fou quand on sait qu'on parle aujourd'hui de 1 milliard de personnes en situation d'obésité. Et si on rajoute les personnes en surpoids, on rajoute 1 milliard de personnes. Donc, on va dire l'obésité et le surpoids impactent énormément de monde. On n'est pas impacté ou on meurt pas, j'ai envie de dire, de l'obésité. On meurt de toutes les pathologies associées à l'obésité. Et ça, c'est un des gros problèmes, puisque évidemment, on devient diabétique, on a des maladies cardiovasculaires, enfin bref, il y a toute une série de pathologies associées à l'obésité. Et donc, l'ambition, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de traiter le plus tôt possible, avant que ces gens attrapent ces comorbidités ou ces effets indésirables liés à l'obésité. Et c'est toute l'ambition d'Ekta. Est-ce que justement, alors je vais vous présenter à l'écran quelques chiffres que vous verrez sur l'évolution justement de l'obésité dans le monde. Les chiffres sont effectivement assez alarmants. On a par exemple aujourd'hui une personne sur 8 en 2022 qui est considérée comme étant obèse. Ça représente 2,5 milliards d'adultes en surpoids en 2022. Alors on en reparlera, la distinction entre obésité et surpoids, c'est une histoire d'IMC. Les tendances, elles sont évidemment à la hausse. On a constaté depuis les années 90
une multiplication par presque 2,5 du taux d'obésité chez les femmes et à peu près la même chose chez les hommes. On est aujourd'hui à une prévalence de quasiment 20% chez les femmes et 14% chez les hommes. Donc effectivement, le sujet de l'obésité, c'est un sujet de santé publique. Et est-ce que tu peux nous expliquer, toujours dans la mesure du possible, en quoi Hectare répondrait en partie à ce problème ? Moi, ce qui m'a marqué, je ne connaissais pas particulièrement le marché de l'obésité, on va dire, avant de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Il y a deux choses. L'obésité, elle est apparue en Europe en tout cas, elle est apparue après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, elle est quand même fortement liée à plusieurs choses. Une certaine abondance alimentaire, une nourriture ultra transformée, ajouter à cela des modes de vie, un petit peu de sédentarité. Ouais. Et c'est vraiment les facteurs qui ont fait que l'obésité augmente. Et moi, quand j'ai rencontré le chercheur, et c'est ce qui m'a motivé sur cette capacité d'Hectare demain à impacter significativement l'obésité, c'est que l'approche qu'il a, c'est de dire, ben voilà, dans plus de 40% des cas, c'est un excès, dans la majorité des cas, c'est un apport de lipides trop élevé, donc de graisse dans l'alimentation trop élevée, qui sont à l'origine du déclenchement de l'obésité. Alors, je me méfie toujours en disant ça, parce que l'obésité, c'est multifactoriel, ça peut être génétique, ça peut être lié à de la sédentarité, on est tous différents, mais on sait très bien qu'un excès de lipides est une des causes principales de l'obésité. On me demande souvent, oui, mais entre le gras et le sucre, oui, évidemment, tout ce qui est pris en excès, un excès de sucre se transforme également en graisse, en tissu adipeux dans le foie et génère de l'obésité. Mais on voit bien que c'est fortement lié aux graisses. Et Hectare, toute la découverte, j'aime bien dire, le chercheur, il a découvert 3 choses. La première, c'est qu'on a des récepteurs du goût du gras situés sur la langue. Et on connaissait déjà les 5 autres modalités gustatives, que sont le sucre, l'amer, le salé, le sucré, et l'umami, qui était la dernière découverte dans les années 1920 et puis validée par la communauté scientifique internationale dans les années 1980. Le goût du gras fonctionnerait exactement de la même manière que ces 5 modalités, c'est-à-dire qu'on a des récepteurs situés non loin des autres sur les papilles gustatives, et que ces récepteurs, en fait, la grande découverte qu'il a faite, c'est qu'ils s'internalisent chez les personnes en situation d'obésité. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne en situation d'obésité, quand elle va commencer à ingérer de la nourriture, et en particulier des graisses, des lipides, elle va moins... On va dire son récepteur va être moins sensible, donc va pas envoyer l'information au cerveau qu'il y a une nourriture ou des graisses qui commencent à arriver. Dans l'organisme, ensuite, le cerveau envoie à l'intestin l'information qu'il faut libérer ce qu'on appelle les fameuses peptides anorexigènes, comme le GLP-1, le CCK, la peptide YY. On reparlera du GLP-1 parce qu'on en entend beaucoup parler dans l'obésité ces derniers temps avec les nouveaux médicaments. Ok. Mais on va voir que effectivement, c'est cette sécrétion-là, qui ensuite remonte au cerveau, donne le sentiment de satiété. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que quand vous allez voir un nutritionniste pour un régime, la première chose qu'il dit, c'est manger doucement. Parce que si vous... Excuse-moi de l'expression, si les gens s'empiffrent de 3 burgers en 10 minutes, le corps n'a pas le temps de faire ce cheminement et de créer la satiété. Si j'en prends un premier à un instant T, qu'un quart d'heure plus tard, je prends le deuxième et limite, le troisième, j'aurais même pas envie de le prendre parce que j'aurais effectivement pris le temps. Et nous, Hectare, qu'est-ce qu'on vient faire ? Sur la base de ces récepteurs, donc on a parlé de ces récepteurs, on les a identifiés, on sait qu'ils sont défectueux. L'idée, c'est de venir les réactiver en amont de la prise alimentaire, ou en tout cas de manière globale, les réactiver chez les personnes en situation d'obésité pour leur redonner cette sensibilité et du coup qu'ils mangent moins. Je prends l'exemple pour vulgariser. Moi, le chercheur m'avait un peu surpris pour m'expliquer, quand je connaissais rien à la technologie. Il m'avait dit, regarde, tu voyages en Asie du Sud-Est, tu t'installes au restaurant, tu prends une soupe de curry vert, à la première cuillerée à soupe, le goût t'explose en bouche, c'est tellement fort, c'est tellement, etc. Et puis, tu regardes le Thaï à côté de toi ou le Vietnamien assis à côté de toi qui a pris exactement la même soupe, et lui, il boit ça comme du petit lait. Ouais. Et en fait, la seule différence, c'est que nous, on a un récepteur hypersensible sur cette saveur-là, que eux non plus, par habitude, et ils l'ont désensibilisé. Et donc, c'est exactement le même principe pour le goût du gras. D'accord. Et c'est vrai que ça m'avait aidé à comprendre le fait de dire, si on est en mesure de le réactiver, effectivement, je serai plus sensible au gras et j'en mangerai moins. D'accord. Donc, finalement, la solution à terme, c'est une gélule,
une pilule, ce serait un dispositif oral ou pas forcément, ça peut être un autre vecteur en tout cas, mais qui viendrait corriger cette sensibilité par ces récepteurs au gras de façon à rapidement arriver à cet état de satiété et de surplus, quoi, finalement. En fait, alors oui, pour la galénique du produit, la forme, ce sera vraisemblablement un comprimé orodispersible qui doit agir sur la langue. C'est-à-dire que, est-ce que ce sera une gélule que j'avale tout rond? La réponse est non, puisque dans ces cas-là, mon principe actif ne va pas activer le récepteur sur la langue. Ça pourrait être un spray qu'on vient asperger pour saturer les récepteurs en amont de la prise alimentaire. Ça pourrait être, j'en sais rien, il y a des galéniques hyper innovantes. On pourrait même imaginer un chewing-gum qu'on prend, etc. Là, à ce stade, tous les champs sont ouverts et vous n'avez pas de direction particulière qui a été prise? Nous, aujourd'hui, on dit que ce sera un comprimé orodispersible. D'accord. Mais on ne se ferme pas parce que là aussi, il va falloir, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter aux patients en situation d'obésité. Et donc, du coup, voilà, la galénique la plus facile à prendre sera la mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on part sur un comprimé orodispersible. D'accord. Très bien. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu justement de là où vous en êtes actuellement chez Ecta, quels sont les prochains jalons, un peu la roadmap des prochaines années? Parce que j'imagine qu'il reste encore un petit peu de R&D à faire et à développer. C'est clair, c'est très long. En plus, entre le moment où moi je me suis engagé dans le projet et aujourd'hui, on a décidé de se focaliser non plus sur un complément alimentaire comme c'était le cas au début du projet, mais sur un médicament. C'est-à-dire que quand moi, la SAT qui avait géré, on va dire, la maturation et transferts des transferts de technologie, voilà, les SAT. Les SAT qui avaient géré la maturation du projet, donc qui avaient permis, on va dire, d'en arriver à des preuves de concept sur les souris, m'avaient dit il faut lancer un complément alimentaire, ça permettra d'aller vite sur le marché, etc. Ce qui est très vrai. Lancer un complément alimentaire, c'est relativement facile, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on fait attention principalement à la toxicité de la molécule et pas forcément à son efficacité. D'accord. Si on veut parler d'efficacité d'un complément alimentaire, il faut demander une allégation santé. Et ça, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir, puisqu'il faut des études cliniques qui viennent vraiment pouvoir, on va dire, certifier l'usage d'un certain claim. Si je veux dire ma molécule, elle réduit le poids corporel, il faut que j'ai des preuves scientifiques qui montrent que la molécule réduit. T'adresses l'ARS? C'est ça? C'est l'ARS qui délivre cette... Non, là, c'est l'EFSA au niveau européen qui délivre ce genre de certificat. À nouveau, à la fois pour l'autorisation de lancer un complément alimentaire ou certifier un ingrédient novel food ou autre, et à la fois pour la partie allégation santé qu'on peut avoir dans un deuxième temps. Mais la problématique à laquelle on était confronté, donc, c'est de se dire, dans un cas, de toute façon, il faut faire des études cliniques, on va dire, les plus robustes possibles pour pouvoir soutenir une allégation santé. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une réalité du terrain. On parlait des personnes en surpoids, mais l'obésité est une maladie. Donc, aujourd'hui, si on veut pouvoir dire on traite l'obésité, on n'a pas le choix, c'est un médicament. Donc, on est parti dans l'univers du médicament. Donc, qu'est-ce que ça a impacté sur notre roadmap? En fait, historiquement, quand j'ai repris le projet en 2020, il y avait toute une série d'études précliniques. Donc, préclinique veut dire sur les animaux, sur les souris qui avaient été réalisées, où on était capable de dire, c'est super, on fait maigrir des souris en situation d'obésité. On réduit leur prise alimentaire, on arrive à impacter leur poids corporel. Ça, tu as des chiffres à peu près des résultats que vous avez obtenus sur des populations de souris? Oui, tout à fait. En gros, les chiffres qui ont permis au dépôt du brevet, c'était de dire on réduit à peu près de 40% la prise alimentaire hebdomadaire chez des souris obèses. Et effectivement, cette perte de poids se retrouvait principalement sur la masse grasse. On verra, c'est un des gros sujets d'actualité aujourd'hui. On parle non plus de perte de poids totale, on parle un peu de qualité de la perte de poids et du coup de la composition corporelle. Donc nous, on savait qu'on arrivait à impacter la prise alimentaire et principalement sur la masse grasse. Après, j'ai adoré parce que très vite, on cherche des financements pour avancer dans ce secteur. Ce que m'avait dit un jour un fonds d'investissement qui m'avait dit, écoute Xavier, le projet est super, tes résultats sont super, mais le marché de la souris obèse, on s'en fout. Donc, prouve-moi que ça marche sur l'homme. Et si ça marche sur l'homme, là, tu nous intéresses. Et donc, on est rentré dans cette difficulté qui est pour moi la plus grosse complexité pour les sociétés deep tech et de surcroît biotechnologie, qui ont effectivement besoin de beaucoup de capitaux pour arriver à des preuves de concept sur l'homme,
Pourquoi ? Parce que déjà, la première étape sur l'homme, c'est de reconfirmer ou de confirmer qu'il n'y a pas de problème de toxicité et de tolérabilité de la molécule. Donc, il y a toute une étape qu'il faut financer qui, finalement, ne nous donne pas plus d'éléments sur la performance du produit. Donc ça, c'est les premières étapes. On fait ce qu'on appelle une première étude sur l'homme, où on va lui donner, sur des volontaires sains, souvent, où on va donner une fois la molécule à une seule dose pour qu'ils nous disent c'est bon, c'est pas bon, j'ai mal au ventre après, j'ai pas mal au ventre, tout s'est bien passé, ce qu'on souhaite le plus souvent. Ok. Ensuite, on va réaliser souvent une deuxième étude clinique où on va être aussi sur la recherche un petit peu de mieux comprendre l'efficacité. Que devient la molécule quand on l'ingère ? Quelle est sa pharmacodynamique ? Quels sont les différents... En fait, mieux connaître la molécule. Quelle dose ? Quelle dose Ok, on donnait la dose à telle quantité, je veux dire, sur la souris. Qu'est-ce qu'on va donner sur une personne en situation d'obésité qui fait 110, 120, 130 kilos ? Quelle est la dose ? Bon. Donc, tous ces... Et puis ensuite, il faut espérer que sur ces premiers patients, du coup, là, on peut parler de patients parce que c'est des participants en situation d'obésité, il y ait effectivement un impact sur le poids ou sur la composition de la masse corporelle pour derrière, à nouveau, rechercher des financements qui nous permettront de faire l'étape d'après en ce qui nous concerne. C'est ce qu'on appelle la phase 2. La phase 2, donc des recherches cliniques. La phase 2, voilà, des recherches cliniques, où là, c'est une étude focalisée sur l'efficacité, qui peut être encore une étude avec différentes doses pour identifier la bonne dose. Ça représente combien de patients, justement, cette phase 2 ? La phase 1, c'était ? On dit souvent, une phase 1, c'est à peu près, je dis, entre 20 et 40 patients. Une phase 2, c'est plutôt entre 200 et 300. D'accord. Ou 200, 400. Et une phase 3, qui est la phase confirmatoire avant l'accès au marché, on rajoute un 0, c'est plutôt entre 3000 ou 2000 et 4000, quoi. D'accord, donc là tu passes par des entreprises qui vont faire ces phases cliniques, c'est pas toi qui les gères. C'est ça, on peut co-gérer, on est ce qu'on appelle le sponsor, donc effectivement on a une responsabilité dans le cadre de ces essais cliniques, mais au final effectivement c'est des organismes spécialisés qui sont en lien avec les différents hôpitaux qui peuvent intégrer des patients ou des centres spécialisés de l'obésité. PPD par exemple, c'en est Oui, il y a une multitude, on peut pas tous les citer, mais il y a une multitude de ce qu'on appelle les CRO, les Contract Research Organization, qui effectivement sont amenés à piloter ce genre d'études en France, à l'étranger, puisqu'en fait, très vite, là, on avait fait une étude spécialisée en France, ensuite on est allé à l'étranger, parce que sur les sujets d'alimentation, on sait que l'alimentation peut jouer un rôle sur l'obésité. L'alimentation, c'est-à-dire entre-tester sur des participants d'Afrique du Nord, d'Europe ou des US, on a des alimentations très différentes. Donc, automatiquement, il est important le plus tôt possible d'identifier sur quelle population ça marche le mieux. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, c'est pas de dire demain Ecta va sauver le monde en soignant toutes les formes d'obésité. La difficulté, c'est d'identifier quels sont les patients sur lesquels notre molécule, de par son mécanisme d'action, de par sa synthèse, enfin, on va être le plus à même d'apporter un résultat qui permettra effectivement à une personne en situation d'obésité de retrouver une vie plus normale. Et oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit overview sur l'état du marché ? Alors déjà, est-ce qu'il y a d'autres équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets actuellement que tu connaîtrais ? Est-ce que dans les grands groupes, il y a des équipes aussi de R&D qui sont sur le sujet ? Et voilà, comment vous vous positionnez là-dedans ? Moi, j'avais noté, là encore une fois, je remettrai peut-être quelques graphiques, quelques visuels à l'écran. J'avais noté par exemple dans les acteurs qui se positionnaient un peu sur le sujet, GSK, Lilly, on avait aussi Novo Nordisk, voilà, et puis j'ai vu aussi un Pfizer qui commençait peut-être à se positionner sur le sujet avec voilà des produits pour le coup que j'ai pas retrouvé. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en as vu pour l'instant, toi qui as un profil plutôt business, et quels ont été éventuellement les allers-retours entre toi et le chercheur vis-à-vis de un potentiel avantage concurrentiel? Il y a une dizaine d'années, l'obésité était presque un gros mot dans l'univers de la recherche et des médicaments. Il y avait eu plusieurs essais. La France a été entre autres traumatisée par le Mediator, qui a effectivement été un médicament qui a été utilisé parfois pour réduire le poids corporel et qui a été, on va dire, détourné de sa première indication.
et qui a malheureusement eu des conséquences dramatiques. Donc l'obésité, le traitement de l'obésité, j'ai pas envie de dire été oublié, mais on s'était un peu dit on n'arrivera jamais à rien faire. Ouais. Et puis là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 2 sociétés, Novo Nordisk effectivement et Eli Lilly, une société danoise d'un côté, américaine de l'autre, qui avaient des solutions pour le traitement du diabète de type 2. Ouais. Donc comme on le disait tout à l'heure, potentiellement des comorbidités ou des maladies qui peuvent être associées à l'obésité. Ouais. Et ils se sont aperçus, en utilisant ces stylets préinjectables, qui sont des solutions où on se piquait soit dans l'abdomen, soit dans la cuisse, une molécule pour le diabète de type 2, qui avait un impact sur le poids corporel. Et en fait, ils ont décidé de repositionner ces molécules qui sont, sans rentrer dans des termes trop techniques, des agonistes des récepteurs de GLP-1. Le GLP-1, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette peptide qui joue un rôle effectivement dans la satiété. Et ils se sont dit, on va pouvoir repositionner ces médicaments sur l'obésité. Ce qui a permis le lancement, effectivement, il y a quelques années, d'une molécule qui s'appelle le semaglutide, par Novo Nordisk, qui a fait exploser le cours de bourse de la société ces 5-6 dernières années. Et l'américain Eli Lilly est arrivé avec des solutions concurrentes, avec une autre molécule, mais qui reste un agoniste de récepteur GLP-1. Ouais, c'est orphoglipron, c'est ça ? Non, c'est venu encore plus tard. Après, la guerre, ça a été de faire des doubles agonistes, des triples agonistes, ou des agonistes GLP-1, GIP. Enfin, il y a toute une course maintenant pour trouver le meilleur combo, on va dire, médicamenteux pour avoir le meilleur impact. D'accord. Pourquoi ? Parce que la problématique qu'on a avec ces médicaments fonctionnent. Oui, on perd du poids, c'est clair. La grosse difficulté, c'est qu'à l'arrêt de ce traitement, on reprend intégralement le poids. Et il y a même eu une étude sortie encore très récemment qui indique qu'on reprend même plus vite le poids que si on n'avait jamais été traité. Première problématique. La deuxième problématique, c'est que ces médicaments ont un impact sur la masse totale et ne fait pas forcément de différence entre la masse grasse, la masse maigre, la masse musculaire, enfin bon. Et d'où ce que je disais tout à l'heure, il est essentiel aujourd'hui de trouver des médicaments qui vont permettre de cibler ou de finalement préserver par exemple la masse musculaire tout en ciblant la masse grasse, etc. Et la troisième problématique, enfin il y en a même d'autres, mais une des troisièmes problématiques, c'est un traitement, il faut se piquer. Donc les diabétiques sont habitués, les non-diabétiques peuvent être un tout petit... Voilà, non mais il faut accepter de se planter une aiguille, entre guillemets, donc ça, c'est effectivement, ils sont à la recherche aujourd'hui de traitements oraux. On parle déjà d'ailleurs de sémaglutide oral, puisqu'il y a des molécules qui ont été autorisées aux États-Unis dans ce secteur. Donc voilà, ça c'est l'historique, c'est ces 2 sociétés qui avaient cette connaissance. Le marché, suite à l'arrivée de ces premiers médicaments, il a juste explosé. On parlait de quelques milliards, on va dire, d'un marché sur l'obésité. Aujourd'hui, communément, on dit clairement qu'il fera plus de 100 milliards en 2030. Il y a même dans les estimations les plus folles, aujourd'hui, on parle de 300 à 400 milliards au niveau du marché de l'obésité d'ici à 2030. Donc, voilà, la fourchette est très large. Ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qui est une certitude, c'est que ce marché, il va exploser. Donc, pour revenir sur la question des acteurs, évidemment, on a ce qu'on appelle Big Pharma, ces grandes sociétés pharmaceutiques, qui sont soit remis à faire de la recherche en interne. Finalement, on le disait tout à l'heure, c'est très long, la recherche sur un secteur comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Si elles n'ont pas de recherche avancée en interne, elles vont racheter des sociétés. Ça a été le cas de Pfizer, par exemple, qui a racheté fin d'année dernière une société Metsera, qui était une start-up plutôt intéressante dans le domaine de l'obésité, qui travaille sur des GLP-1 avec de l'amyline, enfin bon, bref, et qui a été racheté. Alors, les sommes sont folles, là, on parle de 6 milliards. Roche avait racheté quelques années auparavant, enfin un an auparavant, Carmo Therapeutics, là aussi pour plusieurs milliards. Donc, les sociétés font leur course. Et à nouveau, comme le marché est juste gigantesque, c'est pas gênant de racheter une société qui est suffisamment avancée parce qu'elle rachète finalement déjà une preuve de concept et puis 10 ans de travaux, soit de R&D, soit en préclinique, soit en clinique, etc. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs ?
Mais une multitude. C'est inimaginable le nombre d'études cliniques en ce moment en cours sur l'obésité, soit des phases 1 plutôt sur la toxicité, des phases 2 d'efficacité ou des phases 3, des phases dites pivotales. Mais c'est pas étonnant parce que chacun veut sa part du gâteau. Est-ce que chacun aura sa part du gâteau? Certainement pas, parce qu'il y aura des déceptions. Ce qui marche sur les souris, comme je le disais tout à l'heure, ne marche peut-être pas sur l'homme. On peut avoir aussi des difficultés de financement. Une des grosses problématiques aujourd'hui d'une jeune société comme la nôtre, c'est de réussir à faire financer les étapes suivantes, et c'est très coûteux. Donc, il y a des acteurs qui vont disparaître. Mais ensuite, je pense que le marché est tellement important, il sera fragmenté, il y aura de la place pour tout le monde. Tous ceux qui auront réussi à arriver sur le marché avec une solution efficace auront une part du gâteau. Là, comme ça, entre toi et moi, tu vises quelle part du gâteau, justement? C'est très compliqué à dire. Effectivement, quand on est tout petit et qu'on voit des acteurs comme Novo Nordisk, enfin, moi, je prenais souvent cet exemple. On voit ces acteurs qui font genre 8 milliards de bénéfices. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, de bénéfices sur l'obésité, quand nous, on a du mal à aller lever 800 000 euros ou 8 millions. Donc, je veux dire, on est le petit pousset, on est vraiment David face à Goliath, et je pense qu'il faut rester humble, il faut être extrêmement ambitieux parce que sinon on ne travaillerait pas en deep tech, et on est convaincu qu'on va révolutionner le monde. Après, il faut garder les pieds sur terre aussi. Et garder les pieds sur terre, pour moi, ça veut dire savoir petit à petit avancer, faire ses preuves. Ok les gars, vous me dites mes résultats sur les souris, ça vous motive pas encore parce que le marché de la souris n'est pas intéressant. Et ben comment je vais réussir à avoir des premières données sur l'homme? Là, très récemment, on a réussi, alors sur des échantillons encore petits, mais de montrer qu'on avait une perte musculaire, enfin une perte, je veux dire, totale intéressante, mais surtout que c'était une perte de masse grasse et voire un gain de masse musculaire. Là, automatiquement, on devient intéressant. Est-ce que ça suffira pour obtenir les financements qui nous permettront de financer l'étape d'après? Je le souhaite, j'en suis convaincu. Maintenant, ce qui est très intéressant dans notre approche, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à travailler à la racine de l'obésité. Et je mets même parfois encore des pincettes ou des si. C'est si l'hypothèse du chercheur est exacte, de dire on a bien des récepteurs du goût du gras, ils sont désensibilisés, ils jouent un rôle clé dans la régulation finalement du poids chez l'homme, là, on pourrait imaginer les plus beaux scénarios parce qu'on serait les seuls aujourd'hui à pouvoir traiter à long terme l'obésité. Aujourd'hui, on dit que l'obésité est une maladie chronique parce qu'on sait très bien que le jour où on arrête les médicaments qui existent, il y a reprise automatiquement du poids. Donc, ça veut dire que je commence un traitement, il faut que j'accepte de le faire à vie. On parlait des chiffres de l'obésité tout à l'heure. Il y a une obésité infantile. Alors, si l'obésité apparaissait à 70 ans, on peut se dire, allez, je prends encore un médicament à vie. Quand l'obésité apparaît entre 5 et 15 ans, est-ce qu'on a envie de ça? Donc, l'approche d'Ecta, elle est hyper novatrice en ça. Et effectivement, elle pourrait nous permettre de rêver à atteindre 10-15% du marché à terme, ce qui serait évidemment colossal. Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur comment a commencé l'aventure entrepreneuriale dans les labos, c'est-à-dire ce qu'on parle du tech transfert, comment vous avez fait transférer cette technologie. Est-ce que c'était un brevet du chercheur que que vous avez récupéré dans cette start-up? Comment vous vous positionnez, vous, les deux cofondateurs? Vous êtes que deux cofondateurs, du coup, si j'ai bien compris. Plus. On est 4. Bon, plus que ça. Ouais. Alors, voilà, d'essayer de comprendre un peu, finalement, l'équipe fondatrice et cette interface avec le fruit des recherches de ce professeur. Comment vous l'avez fait transférer, cette technologie? C'est une très bonne question et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que des travaux de recherche, c'est un petit peu le bébé d'un chercheur. Enfin, je disais, Naïm a aujourd'hui un peu plus de 60 ans, c'est les travaux d'une vie. Enfin, Naïm est parti sur l'obésité parce que sa maman était obèse et comprenait pas pourquoi. Et il s'est dit, moi, je vais trouver des solutions, etc. Donc, il y a en plus un côté émotionnel fort derrière cette aventure. Donc, automatiquement, quand moi, j'ai rencontré Naïm, voilà, moi, j'avais pas cette proximité. J'avais pas cette connaissance du secteur de l'obésité, du médicament, même de la recherche académique. Faut être clair, et je l'ai dit en introduction, c'est une aventure humaine avant tout. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ça veut dire, techniquement, apprendre à se respecter. Ça veut dire
comprendre et bien délimiter les domaines de compétences de chacun et accepter typiquement que moi, quand il faut parler science, je suis bien incapable de le faire. Alors même si au bout de 5 ans, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et à l'inverse, je disais aux chercheurs, quand il s'agit de parler business, laisse-moi faire, c'est plutôt mon domaine de compétences. Donc il y a cette relation qu'il faut construire. Effectivement, je disais, on est 4 cofondateurs, mais ça reste quand même principalement Naïm et moi au démarrage du projet. Ensuite, il y a d'autres acteurs qui viennent s'impliquer puisque ces travaux de recherche ont été faits dans un cadre qui peut être celui de l'INSERM, du CNRS, de différents labos de recherche. Donc, parfois, il y a ces sociétés, on va dire, d'accélération du transfert de technologie, ces fameuses SAT en France, qui permettent de dire, qui en fait, elles représentent les établissements pour lesquels la recherche a été faite. Donc nous, en tant que porteurs de projet, l'interaction, elle se fait avec ces SAT où on vient négocier un rachat de brevet. Bon, là, il me le proposait à plusieurs millions en disant c'est un brevet qui potentiellement peut valoir très cher. Comment ils l'ont chiffré ça ? On fait des analyses de la concurrence, on regarde un petit peu ce qui se fait dans le secteur, etc. D'accord. Mais à nouveau, c'est très compliqué. Moi, je leur disais, mais si on reste que sur le marché de la souris, ça vaut rien. Passe pas ta phase 2. Et si effectivement on a des preuves sur l'homme, ça vaut effectivement plusieurs millions. Oui. Mais donc à l'instant T, ça vaut rien. Mais donc c'est compliqué de le valoriser comme ça. Donc c'est pour ça que nous on a dit non. Et puis de toute façon, j'ai pas 1 million à mettre sur la table pour acheter le brevet. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit ok, on va faire une licence. Tout domaine, tout territoire, pour ne pas être embêté, on va dire, sur l'usage à terme de notre solution. Et en revanche, vous allez monter au capital. Vous, en tant que société d'accélération de transfert de technologie, vous allez prendre une part du capital d'Ecta. Vous allez être associé à 100% à notre projet. Et puis, j'espère que vous en retirez bien plus que ce que vous avez mis, on va dire, dans ces phases de maturation. Finalement, c'est un moyen de les contraindre à ne pas être trop gourmands aussi sur leur licence quand tu les fais rentrer au capital. Bien sûr, c'est un moyen. Et après toi, c'est dans leur intérêt d'être assez cool avec ce licensing. Oui, et puis c'est un moyen de s'assurer qu'ils croient également au projet. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils nous ont dit non, mais le brevet peut valoir des millions parce que le projet est dingue, etc. S'il peut valoir des millions, prenez des parts de société qui ne vaut pas grand-chose, on va dire, en apportant la propriété intellectuelle ou la licence, et puis vous serez récompensé à terme. Et on est tous, de toute façon, quand on crée un projet comme ça, si on n'y croit pas dur comme fer, faut arrêter. Je veux dire, c'est suffisamment dur au quotidien. Il y a ce que moi j'appelle l'ascenseur émotionnel. Il y a des jours, c'est génial, on vient d'avoir un retour d'une subvention, un résultat d'études cliniques et tout, on est super content. Et puis le lendemain, on apprend que on a un salarié qui est parti, on a je sais pas quoi qui s'est passé, et puis on est au fond du trou, quoi. Effectivement, c'est un marathon. Enfin, c'est même plusieurs marathons d'affilée, à mon avis, de lancer une start-up deep tech, et là, quel que soit le secteur. Donc, au démarrage, il est très important de s'assurer que toutes les personnes qui montent à bord du projet soient clairement alignées. Donc, il y a quand même un besoin, et nous, aujourd'hui, si la SAT est montée à bord du projet, c'est qu'on avait su aussi les convaincre sur la vision, sur ce qu'on allait faire, les rassurer. Finalement, c'est comme un investisseur. Aujourd'hui, le travail, il ne se fait plus avec la SAT, même s'ils sont toujours au bord d'Ecta. Ils se font avec les nouveaux investisseurs qui sont rentrés pour leur dire, regardez, l'étape d'après, voilà où on va aller, voilà ce qu'on va faire. Et il est extrêmement important, de toute façon, de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Et ça, c'est la base pour rassurer un investisseur. C'est voilà mon plan et je rassure sur ma capacité à l'exécuter. Et après, si on peut rajouter une notion d'excellence dans l'exécution, c'est encore mieux. Encore une fois, les relations humaines sont au cœur des projets entrepreneuriaux. Et alors, tu parlais justement de l'équipe fondatrice. Donc, dans les deux qu'on n'a pas encore mentionné, c'est 2 personnes qui viennent de la SAT ? C'est 2 personnes qui viennent du laboratoire, c'est-à-dire qui sont des contributeurs au brevet, qui ont leur nom en tant qu'inventeur. Alors, il y a toujours l'inventeur principal et puis après, potentiellement, différents acteurs qui ont participé aux travaux du brevet. Ils en font partie, ils sont des collaborateurs de Naïm depuis plus de 15 ou 20 ans, donc il était logique de les associer au projet. Ce qui est très compliqué, on ne l'a pas encore mentionné, comment on répartit le capital de départ ? À qui, quel est le rôle de chacun Encore des grosses négociations, un peu comme avec la SAT, j'imagine. Tu nous as pas dit combien de temps ça avait duré d'ailleurs les négos avec la SAT sur le format ? Moi, j'ai trouvé que c'était très long. Eux ont trouvé ça très rapide. On a fait ça en moins d'1 an, entre les premières discussions et finalement l'accord.
je pense, venant des grands groupes, je suis d'accord avec eux, avec ma casquette grand groupe. 1 an, c'est plutôt pas mal pour négocier ça. Quand on est start-up et qu'on aurait pu imaginer faire ça en 3 mois, oui, ça nous paraît une éternité. La temporalité entre un grand groupe et une start-up, c'est pas pareil. ou entre une SAT qui n'a pas une pression finalement financière ou un peu différente d'une start-up, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, complètement. Donc, nous, effectivement, 8 mois, ça nous a paru long. Ensuite, effectivement, il faut être en mesure de clarifier qu'est-ce qu'on va chacun apporter dans ce projet. Et pour répartir le capital. Et puis là aussi, venant du privé, j'avais peut-être pas les mêmes capacités au démarrage du projet d'investir dans le projet versus un chercheur ou quelqu'un qui avait peut-être un train de vie moins aisé à l'époque. Donc il faut faire attention à tout. Prendre tout en compte en disant, voilà, on va peut-être pas créer une boîte avec 100 000 euros de capital au départ, ce qui serait pourtant super, si on n'est pas en mesure de mettre les 100 000 euros au départ, etc., etc. Et ensuite, il faut que chacun s'y retrouve. Moi, typiquement, si j'avais monté le projet et que j'avais eu que 2% départ, donc finalement, même s'il y avait un super succès, c'était pas un changement de vie, est-ce que ça m'aurait vraiment motivé autant que si je me dis, j'ai 20 ou 30% de la boîte, et puis à terme, si on réussit, c'est un vrai changement. Bien sûr. Donc, ça s'est fait, ça a été très tendu, j'imagine, pour faire ces premières négociations. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à justement un jeune profil, alors business ou chercheur, qui serait dans ce genre de situation de cofondation où on va devoir partager le capital? Est-ce qu'il y a pour toi un conseil à retenir sur comment on engage ces négociations? J'en donnerai 2. La première, c'est clairement s'aligner sur l'ambition du projet. Et je me souviens, pour donner cette petite anecdote, avec Naïm, on était clair qu'on voulait construire une société dite de R&D, recherche et développement. La seule différence, c'est que pour Naïm, la recherche, c'était 90% du temps et la partie développement, c'était 10%. Et que moi, finalement, quand je parlais de R&D, c'était le développement, c'est 90% et la recherche, c'est 10%. Pourquoi ? Parce qu'on venait chacun de nos horizons spécifiques. Moi, mon job, c'est de développer des projets, de les amener à maturité et d'aller jusqu'à la revente à terme d'une société qui aura fait ses preuves. Lui, sa volonté, quand il a créé Ecta, c'était de pouvoir poursuivre ses travaux de recherche, développer encore de nouvelles molécules, travailler sur de nouveaux récepteurs, etc. Donc ça, c'est peut-être parce qu'on s'était aligné là-dessus, mais pas dans les détails, comme je le disais, qu'il y a eu parfois des tensions en disant « mais pourquoi tu arrêtes le financement de la recherche alors que sans la recherche, la société, elle meurt ?» Oui, mais moi, les investisseurs aujourd'hui, ils investissent pas parce que j'ai 15 molécules en recherche. Ils investissent parce que j'en ai une qui est en phase clinique et qui, voilà. Donc, il faut trouver, c'est une question d'équilibre. Ça, c'est le premier conseil, c'est clarifier ça. Sur le partage ensuite du capital, il y a des règles. Les Américains ont un petit tableau que j'avais trouvé très bien en disant vous mettez entre les différents fondateurs ce que chacun va apporter. Très bien. Lui, il apporte 90% de la science puisque les autres cofondateurs amenaient aussi 10% de la science. Moi, science, j'apportais rien du tout. Le réseau, j'apporte un certain réseau, il amène un certain réseau, on mixe. Okay. Le temps que j'ai passé dans le projet, lui, en tant que chercheur, il pouvait continuer ses travaux de recherche tout en étant conseil scientifique de la société, mais tout en gardant un salaire 100% payé par les établissements. Et donc, celui qui prenait du risque de ce point de vue-là, c'était moi. Carrément. Parce que dans un premier temps, on crée une société, on réduit significativement son train de vie. Donc, tout ça, ça se mesure, on met des coefficients, et à la fin, ça a dit, tiens, toi, tu as 30%, moi, j'ai 32%, toi, tu as 28%, etc., etc. Et le gros avantage, c'est qu'après, on discute sur des pourcentages de participation. Ah, mais ton réseau, est-ce qu'il vaut tant par rapport au mien, etc. Mais on ne discute pas sur, j'en sais rien. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé, le chercheur, il me dit, je ne me suis pas entendu avec quelqu'un, il avait rencontré un porteur de projet avant moi, qui lui avait dit, si je n'ai pas la majorité, je ne viens pas. Donc, il avait dit, non, dans ces cas-là, tu viens pas. Mais bon, ça l'avait profondément affecté parce qu'ils avaient déjà bossé pendant 6 mois avant que le gars lui dise, moi, si j'ai pas la majorité d'hectares, je viens pas. Ah ouais. Donc, faut vraiment, conseil, utiliser des choses qui sont vraiment rationnelles et pas être dans l'émotionnel, le faire le plus vite possible. Ok, tu conseilles de faire pas... Mais oui. C'est de toute façon une discussion qu'on aura et qui va être potentiellement pas dure, mais qu'il faut clarifier. Donc,
on va dire, crevons l'abcès directement, mettons les choses sur la table et évoquons le point. C'est pire que de commencer à se dire, oui, on va chacun avancer sur le projet, et puis on se dit, ah, mais oui, de toute façon, moi, j'aurai 50%, et s'apercevoir au bout de 6 mois ou d'1 an que, en fait, non, chacun ne peut pas avoir plus de 50%, quoi. À un moment, il y en a un qui doit lâcher. Et si on le fait trop tard, ça va créer de la frustration. Oui, bien sûr. Et du risque. Et du risque. Et il ne faut pas oublier que les sociétés, on a parlé un petit peu des problématiques de financement, mais une des raisons pour lesquelles les sociétés, on va dire, ne vont pas au bout, c'est aussi un dysfonctionnement entre actionnaires fondateurs de la boîte qui finalement... c'est une sacrée aventure. Moi, je me souviens, le premier avocat d'affaires qu'on avait rencontré nous dit « Vous êtes en train de vous marier ». Non, j'ai pas l'impression de signer un contrat de mariage. Il dit « Détrompez-vous, c'est un mariage que vous faites. Et il va falloir vous entendre dans la durée et pas divorcer dans les X prochaines années ». Et c'est sûr, c'est comme un couple. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça, voilà. Mais c'est dans les moments difficiles, quand on trouve plus de financement, quand j'avais coupé les budgets recherche en disant on peut plus payer de la recherche à court terme parce qu'il faut essayer de etc., etc. Ça, pour la culture effectivement académique, c'est plus difficile en plus de justifier une coupe de salaire. Alors, voilà, on en revient à ces problèmes de choc de culture sur lesquels il n'est pas facile de composer entre des profils très différents. Alors, si tu veux bien, on va juste aller sur les besoins. C'est quand même, je pense, le plus important pour toi aujourd'hui, c'est de nous partager de quoi toi et tes associés, vous avez besoin aujourd'hui, en quoi on pourrait vous aider, et éventuellement, en matière de staffing, comme de connaissances, n'hésite pas à nous détailler ça. Alors, la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des financements. C'est surtout dans des sociétés comme des biotechnologies qui sont extrêmement consommatrices de capital, de moyens financiers, on va dire, pour les différentes étapes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, une phase 2 clinique, ça va nous coûter entre 15 à 20 millions d'euros. Donc, il faut quand même être assez convaincant et avoir déjà pas mal de données pour aller convaincre un fonds d'investissement de mettre 15 à 20 millions d'euros sur la table. Donc des VC plutôt. Des VC là que vous allez démarcher. Ouais. Vous n'allez pas vous intéresser à des, des financements participatifs, citoyens, etc. C'est des trop petits montants, j'imagine, pour vous à ce stade. Pour chaque phase finalement de développement de la société, il y a un niveau de maturité. Et même chez les VC, il y a ceux qui investissent en early stage. Voilà, il y a leurs thèses d'investissement qui sont sur des sociétés deep tech, oui, non, donc accepter que ce soit des sociétés qui ne fassent pas de chiffre d'affaires, voire pas tout de suite, voire potentiellement dans 10 ans. Ça peut être aussi des tailles de tickets, donc des niveaux de maturité. Oui, un fonds qui investit un ticket à 200 000 ou 500 000, il sera plutôt sur des stades de maturité early, on va dire, le plus tôt possible, alors que des fonds qui mettent des tickets à 10, 15, 20, 30 millions, voire beaucoup plus par la suite, ils ont déjà besoin d'avoir un petit peu de données. Donc, pour moi, ça, c'est la plus grosse difficulté. Je pense que sur les autres étapes, on a la chance en France d'avoir un cadre de recherche qui est incroyable. Donc, je ne suis pas du tout inquiet et je suis, bien sûr, le recrutement est un sujet quand on crée une société, identifier les bonnes personnes qui vont monter à bord, c'est un problème. Et surtout, il faut s'assurer de faire le bon recrutement parce qu'on ne peut pas se permettre de changer de chief medical officer, par exemple, tous les 6 mois ou autre. Donc, il faut identifier les bonnes personnes. Mais je pense qu'on a aujourd'hui en France un vivier de compétences incroyables, formés parmi les meilleures universités parmi les meilleures universités au monde, et qu'il faut trouver. Après, le problème, c'est est-ce qu'une jeune société est capable de payer des salaires élevés ou suffisamment? Mais on a d'autres choses pour attirer. On a effectivement des projets qui vont révolutionner le monde, on a la capacité d'intéresser en capital, on a la possibilité, etc., etc. Ouais. Donc, honnêtement, on trouve. Ok, alors du coup, message pour tous les VC qui nous regardent, n'hésitez pas à contacter Xavier et son équipe au plus vite. L'échéance là pour aller lever des fonds, c'est quoi? C'est dans l'année, dans les 2 ans, dans les 6 mois? Vous êtes Non, aujourd'hui, on est plutôt sur une échelle de temps dans les 6 mois. Il faut effectivement que cette année, sur la base de nos premiers résultats cliniques qui semblent extrêmement intéressants, il faut qu'on ait levé pour financer la suite de la roadmap. C'est parti. Alors, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous d'ici 1 an et demi pour
faire un peu le débrief, peut-être un peu plus longtemps, on verra, voir un peu où t'en es dans ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, Xavier, merci beaucoup pour ta présence. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite pour une prochaine interview et n'hésite pas, évidemment, à solliciter notre communauté si tu en reçois le besoin. Merci encore, Xavier. À très vite. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.